santé, le froid tue. Donc se protéger du froid, c'est un besoin vital comme manger, boire ou dormir. Dans la conférence de jeudi soir, on nous a signalé que la mortalité pendant l'hiver était beaucoup plus forte. Alors de tout temps, les hommes se sont protégés en s'habillant et se sont protégés en venant dans des abris. Or il se trouve que les technologies ont beaucoup évolué depuis un demi-siècle. Aujourd'hui, on a des habits extrêmement performants pour se protéger. Seul bémol, ceux qui en auraient le plus besoin, les SDF et les familles en précarité énergétique, ne peuvent pas se les offrir. Le deuxième élément important, c'est que nous vivons beaucoup plus dans des locaux fermés qu'autrefois. En gros, nous passons entre 70 et 90% de notre temps chez soi, dans les logements, dans les écoles, dans les bureaux, dans les transports, à l'hôpital, dans les administrations. Or, on a beaucoup amélioré le chauffage, mais on s'est aperçu qu'il y avait des effets négatifs qu'on n'avait pas prévus et qui ont des impacts très importants. Donc mon exposé va être sur ces deux pôles. Comment le froid attaque-t-il notre santé et quels sont les inconvénients du chauffage de nos différents locaux sur la santé. Alors au milieu, je vais faire un petit passage sur les problèmes de fuite thermique dans les logements, parce qu'en réalité, on a fait beaucoup de progrès, mais en même temps, on s'est aperçu que c'était moins simple qu'on ne pensait, et je vais détailler un exemple pour vous le montrer. Donc les 3 points, c'est les effets délétères du froid, les échanges thermiques, quelques rappels, et les différents chauffages et leurs risques sanitaires, les moyens de les pallier, avec une conclusion. Que se passe-t-il quand on prend froid? Si on a une agression modérée occasionnelle, il va se passer 2 phénomènes au niveau du corps. Le premier va être de chercher à réduire les pertes thermiques, et le second, d'accélérer le métabolisme pour provoquer de la chaleur. Alors, la réduction des pertes thermiques, c'est la vasoconstriction des vaisseaux au niveau de la peau. La température de la peau baisse, et surtout le sang qui ne va plus à la peau est mobilisé pour les organes vitaux que sont le cerveau et le cœur. La conséquence, c'est que, bien entendu, la peau devient plus fragile, et notamment les muqueuses deviennent plus fragiles. Le deuxième facteur qui se propose, c'est l'accélération du métabolisme. La première chose que l'on a quand on prend froid, et on se met à frissonner. Eh bien, quand on frissonne, on produit 2 fois plus d'énergie que quand on ne frissonne pas. Mais cette énergie, elle est prise dans les muscles, ça consomme les réserves musculaires, le foie fait son travail de reconstituer, progressivement on va user nos ressources et on va ressentir une grande fatigue parce qu'on n'a plus de ressources pour lutter. Cette fatigue va provoquer un affaiblissement des défenses naturelles et toute une série de maladies opportunistes apparaît. Il n'y a pas plus de virus de la grippe l'hiver que l'été, mais on est beaucoup plus fragile, donc on va attraper beaucoup plus les rhumes, les rhinites, les bronchites, les conjonctivites, car les muqueuses sont attaquées, etc. Et surtout, on va avoir une pointe d'accidents cardiaques et cérébraux due à cet affaiblissement. Alors, un point très important, c'est très souvent les gens, quand ils ont froid, ils vont aller devant une source de chaleur vive, prendre une bonne boisson alcoolisée et se frictionner la peau. C'est 3 choses à bannir. Parce que ça signifie que vous êtes en train d'attirer le sang sur la peau, et ce sang, il n'est plus disponible pour le cœur et le cerveau. Donc vous multipliez vos risques d'accidents vasculaires, cérébraux, et vos risques de crise cardiaque. Lorsque on reçoit des agressions modérées répétées, eh bien l'état de fatigue devient récurrent, les maladies opportunistes sont beaucoup plus fréquentes et surtout beaucoup plus graves. Et les risques d'accidents cardiaques et d'AVC augmentent également. Et enfin, on peut mourir par épuisement. Je vais vous en donner un exemple tout à l'heure. Troisième phénomène, si le corps n'a plus les capacités de se réchauffer, eh bien le corps prend froid. On rentre en hypothermie. On parle d'hypothermie quand la température du corps est en dessous de 35 degrés. Les hypothermies légères, 32-35, on a rarement d'accidents graves, mais il est fortement conseillé de faire appel au SAMU. Si on n'a pas le SAMU sous la main, c'est aller dans un endroit
tiède, une pièce chaude, et se recouvrir, et surtout pas prendre de boisson alcoolisée, ou prendre un bon chocolat avec du sucre, ça fera beaucoup plus de bien. Au-delà de 32 degrés, 28-32 degrés, on est en hypothermie sévère. L'hospitalisation est absolument indispensable, sinon les risques vitales sont engagés et les risques de séquelles cérébrales également. Au-delà de 28 degrés, malheureusement, le pronostic vital est mauvais, mais on a tout de même soulevé des gens qui avaient passé, je me souviens de quelqu'un qui était tombé dans un lac gelé au Canada, et sa température était descendue très très bas, et son métabolisme était complètement arrêté, et on a réussi à le réveiller sans séquelles ultérieures. Alors, pour illustrer ça, j'ai repris une dépêche d'agence de l'AFP. C'est un SDF ex-légionnaire qui est mort sur un trottoir à Paris au mois d'octobre dernier. Au mois d'octobre, il ne faisait pas très froid. Le légionnaire, il est mort d'épuisement. Dans la première conférence, on nous a dit qu'en moyenne, les SDF avaient une espérance de vie de 46 ans. Bon, dans la bibliographie que j'ai consultée, c'était 49 ans, mais c'est Robert Hirsch qui le donnait, en disant on se rapproche plus de la mortalité du Sierra Leone que de la mortalité des hommes en France ou en Occident en général. Donc ce problème de la vulnérabilité au froid est un problème de santé publique très important pour ceux qui ne peuvent pas s'en protéger, notamment les gens en précarité énergétique. Alors, petit rappel sur les échanges thermiques. Bon, il y a 3 modes de transmission de la chaleur, la radiation, la conduction, la convection. La radiation, c'est les rayons du soleil qui traversent le vide intersidéral et l'air sans aucune difficulté. La conduction, tous les corps solides, liquides et gazeux conduisent plus ou moins. Il se trouve que les matériaux de construction conduisent très bien la chaleur, ce qui signifie que ce sont de parfaits caloducs pour pomper la chaleur de l'intérieur de la maison vers l'extérieur. En particulier, le verre est remarquable comme caloduc. La convection, lorsque vous avez de l'air au contact d'un mur froid, l'air va se refroidir. Comme l'air froid est plus lourd que l'air chaud, il descend au sol et il est remplacé par de l'air chaud. Ce brassage transporte de la chaleur par transport de masse. Alors, regardons ce qu'il en est sur les doubles vitrages. Voilà 3 schémas qui vous disent je mets une lame d'air très isolante entre 2 lames de verre. La courbe bleue, c'est avec de l'air. De façon très surprenante, on améliore très sensiblement le transfert thermique quand on met 6 mm d'air. On pourrait s'attendre que quand on en met 12, on a réduit de 50% les transferts thermiques. Il n'en est rien. On va voir derrière pourquoi. On a essayé d'autres gaz qui sont un peu plus performants, comme l'argon et le krypton, mais l'écart n'est pas génial. Alors qu'est-ce qui se passe? En réalité, dans un double vitrage, vous avez une transmission de chaleur par conduction à travers l'air, mais vous avez aussi une transmission par radiation. Le verre intérieur se réchauffe et va réémettre des infrarouges de lointains, aussi bien dans la pièce que vers l'extérieur. Donc une grande partie de la perte se fait par radiation. Depuis une vingtaine d'années, on a inventé des verres à basse émissivité qui consistent à déposer une couche qui est transparente aux rayons lumineux et qui est réfléchissante aux infrarouges. Alors on a des couches qui vont jusqu'à 98% de réflexion. À partir de ce moment-là, si on compare une courbe de double vitrage à l'air normal et une couche basse émissivité, vous apercevez que non seulement quand l'épaisseur d'air est de 6 mm, on a déjà gagné en gros 40%, mais quand on augmente l'épaisseur d'air, on continue à augmenter la qualité de l'isolation. Alors, la 3e diapo vous donne 4 courbes. La première, c'est une isolation par double vitrage à l'air, normal. La seconde, c'est à l'argon. Et les 2 autres, c'est air et argon, mais avec des vitrages traités basse émissivité. Vous voyez qu'on peut gagner en passant de 6 mm de gaz à 15 mm de gaz un facteur 3, ce qui est énorme parce que les doubles vitrages sont l'endroit où il y a par mètre carré le plus de pertes dans une maison. Alors, 2 remarques. Les doubles vitrages à basse émissivité
sont connus depuis une vingtaine d'années, mais sont encore peu utilisés, alors que on les rentabilise sur une période de quelques années. Bon, dans le nord de la France, c'est 2 ans. Je pense que chez nous, c'est plutôt 3 à 4 ans. Deuxième remarque, c'est que à température ambiante égale, lorsque vous avez des parois froides, elles vous apparaissent inconfortables. Alors, quel est le phénomène? C'est que notre corps émet des rayons infrarouges et récupère des rayons infrarouges émis par les différentes parois. Si une paroi est beaucoup plus froide, et un double vitrage simple aura, quand il fait 20 degrés à l'extérieur, 20 degrés à l'intérieur et 0 degré à l'extérieur, aura une température de l'ordre de 12,5 degrés. Dans ces cas-là, le verre apparaît comme une source de froid. C'est pas qu'il y ait une source de froid, c'est qu'il y a une absence de source de chaud. Donc le confort est bien moins bon. Donc les vitrages double extrémité améliorent non seulement la consommation énergétique, mais également le confort dans les logements. Bon, les bénéfices, je dirais, au niveau individuel, c'est moindre consommation, meilleur confort. Au niveau de l'État, c'est essentiellement remplir les obligations que l'État s'est données et réduire nos importations de produits. Et au niveau des générations futures, c'est de moins consommer et de protéger des ressources non renouvelables. Alors passons maintenant à la troisième partie, les risques sanitaires liés au chauffage. Ce sont 3 catégories: la sécheresse de l'air, l'air vicié, et ensuite des risques liés au mode de chauffage. Alors, le dernier point, on l'a souvent déjà abordé,